Bien, ben, nous allons démarrer. Donc, bonjour à toutes et à tous, à ceux qui viennent de se connecter. Et merci d'être toujours aussi nombreux et aussi attentifs à ce cercle. Euh, alors, bienvenue donc à cette deuxième session sur cette question importante de l'accompagnement. Une question qui montre justement que les fondations redistributrices, pardon, ne sont pas que des banques, ne font pas que redistribuer de l'argent. C'est tout à notre honneur d'ailleurs de redistribuer de l'argent, mais c'est vrai qu'on ne le fait pas non plus n'importe comment et qu'on développe un certain nombre de métiers, dont celui de l'accompagnement et du suivi dans la relation avec nos structures et les structures que nous soutenons, et notamment un bon nombre d'associations. Alors c'est vrai que cette séquence sur l'accompagnement, et notamment l'accompagnement extra-financier, elle fait suite à la séquence du 14 septembre pour ceux qui étaient présents, euh, et dans laquelle nous avons eu le regard d'un expert, enfin d'une experte au moins, puisque c'était Cécile Leclerc de la Vise, et donc qui nous avait apporté justement son regard sur cet accompagnement et les différentes dynamiques qu'on peut développer et qui sont développées autour de l'accompagnement extra-financier. Et aujourd'hui, nous allons approfondir justement cette question autour du développement, de l'autonomie, de l'émancipation de cet accompagnement extra-financier, avec le regard, enfin avec l'expertise, l'expérience de trois fondations qui, je dois dire, ont placé ou placent depuis de nombreuses années l'accompagnement au cœur de leur pratique et de leur relation avec leurs partenaires, leurs structures, les structures qu'elles soutiennent. Donc, je remercie à nouveau nos trois intervenants, Félicie Goyer, Dorothée Onteberry et Léo Lamboulet. Donc, vous allez voir là trois exemples d'accompagnement, trois pratiques différentes d'accompagnement. Les deux premiers intervenantes que je vais solliciter se ressemblent beaucoup. Et puis le troisième intervenant, Léo, est plus axé sur la venture philanthropie. Alors, nous avons un timing très, très serré. Donc, nous devons impérativement conclure notre session à 10h30. Et ça, je l'ai promis à Dorothée, puisque elle a des impératifs et d'autres rencontres, mais je crois c'est le cas pour bon nombre d'entre nous. Et donc, moi, je vous propose une intervention à tour de rôle, une intervention, nous intervenons à tour de rôle, en trois temps, en fait. Un premier temps sur la pratique de l'accompagnement de chacun, la méthode ou les méthodes et les moyens que chaque intervenant consacre à cette question de l'accompagnement. Nous aurons ensuite un deuxième temps où je vous demanderai l'illustration de votre expérience, l'expertise que vous en sortez, que vous en tirez, ainsi que les difficultés que vous avez rencontrées ou que vous rencontrez et les défis que vous relevez justement pour continuer et puis peut-être pour aller plus loin. Et puis nous aurons un troisième temps d'échange. Donc, je vais commencer tout d'abord par Félicie, Anne l'a dit, qui est directrice de projet et impact à la Fondation Entreprendre et Plus. Donc, Félicie, peut-être rapidement rappeler ce qu'est votre fondation et puis aller directement sur effectivement l'accompagnement, vos méthodes, le pourquoi de l'accompagnement, vos méthodes et puis les moyens que vous y consacrez. Donc, 10 minutes maximum. Voilà. Bien. Bonjour à tous. Donc, Entreprendre Plus, c'est un fonds de dotation qui a été créé en 2009 par Arnaud de Ménibus, qui était un entrepreneur, investisseur aguerri,
et qui avait envie de donner du sens à sa réussite et qui voyait cette économie, l'entrepreneuriat social monter et qui s'est dit que c'était une voie pour résoudre les défis sociaux et environnementaux et qui a voulu soutenir le développement de l'entrepreneuriat social en France. Et en créant Entreprenez Plus, c'était cette idée. Donc, c'est passé par principalement du soutien à des entrepreneurs sociaux directement. Et alors, juste pour préciser, nous, ce qu'on entend par entrepreneurs sociaux, c'est des entrepreneurs, c'est-à-dire des personnes qui ont identifié des défis de société et qui souhaitent les résoudre en créant, en trouvant une solution, en créant une organisation. Donc, ça peut être aussi bien association qu'entreprise selon le modèle économique qui correspond. Juste, nous, le fonds de dotation, c'est bien du mécénat. Donc, on soutient des associations. Mais il a créé un fonds d'investissement à côté. Et donc, au bout de quelques années, il s'est dit que sa façon de faire avait du sens, c'était du soutien et de l'accompagnement stratégique, et ça, je vais y revenir. Et donc, il a proposé à d'autres entrepreneurs comme lui de le rejoindre. Et donc, aujourd'hui, Entreprenez Plus est porté par une alliance d'une vingtaine d'entrepreneurs philanthropes qui, effectivement, mettent de l'argent, mais aussi du temps pour accompagner et soutenir des associations, donc des porteurs de projets sous forme associative, plutôt à l'amorçage. C'est ça, c'est un critère important, plutôt à l'amorçage. Et c'est une des raisons pour lesquelles l'accompagnement est ancré clairement dans la stratégie d'Entreprendez Plus, c'est que c'est finalement la culture entrepreneuriale qui est portée par notre fondateur et nos philanthropes, qui fait qu'on prend le risque et qu'on est prêt à accompagner des porteurs de projets auxquels on croit parce qu'ils nous convainquent de leur vision, ils ont bien identifié le problème auquel ils veulent s'attaquer, mais ils sont parfois vraiment au tout démarrage, c'est parfois leur première expérience entrepreneuriale, et donc on va les accompagner très tôt, on est prêt à être les premiers partenaires, parfois même presque un peu fondateurs, mais du coup, la contrepartie, c'est que pour que ça marche et pour limiter le risque, on va passer pas mal d'énergie à accompagner ces porteurs de projets. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire quand on dit accompagnement ? Il y a plusieurs briques, mais c'est très sur mesure. J'ai oublié de préciser peut-être un autre point avant, c'est que du coup, notre périmètre, c'est qu'on est sur toute cause. On n'est pas sur une thématique donnée. Donc, on va faire confiance aux porteurs de projets qui viennent nous dire, moi, j'ai identifié un problème. Peut-être que vous ne l'avez même pas identifié, donc ils vont nous convaincre, nous montrer que c'est un problème et on va les accompagner pour résoudre ce problème. Et le deuxième point, c'est qu'on a décidé du coup d'accompagner un nombre restreint de projets. Donc, on est aujourd'hui sur 1 à 3 nouveaux projets par an. On n'est pas du tout, on n'est pas sur des volumes importants. On a des moyens limités, mais surtout, on a décidé de les concentrer sur quelques porteurs de projets. Et donc, notre façon d'accompagner, c'est d'abord la brique, on va dire, essentielle, c'est le mentorat. Le mentorat assuré par nos philanthropes eux-mêmes. Et c'est un peu notre parti pris de dire c'est à la fois, en fait, c'est comme nous, plus que de la venture philanthropie, c'est même presque du business angel philanthropie, je ne sais pas comment on pourrait dire, parce que c'est vraiment en amont et c'est des personnes qui mettent à la fois du temps sans chercher un retour sur investissement, de l'argent, pardon, sans retour sur investissement, mais du temps et des compétences qu'ils ont en tant qu'entrepreneurs. Donc, ça veut dire que s'ils accompagnent un entrepreneur social dans sa démarche, eux, ils ne connaissent pas le sujet, ils ne connaissent pas la thématique, c'est le porteur de projet qui connaît son problème. Et en fait, le mentorat, ça va être un accompagnement régulier dans la durée, plutôt pour aider le porteur de projet à sortir la tête du guidon, à se poser des questions sur sa stratégie plutôt à long terme et sur quelques enjeux plutôt presque de dirigeants d'associations ou à la fois d'entrepreneurs et dirigeants d'associations, donc de développement sur des questions parfois qui peuvent être de comment je constitue mon équipe, de modèle économique évidemment, voilà. Et en fait, ce qui va être riche dans l'accompagnement, c'est que nos entrepreneurs philanthropes apportent leur regard, leurs compétences d'entrepreneurs de l'économie classique, mais vont dans un autre temps apprendre aux côtés de ces entrepreneurs sociaux les enjeux spécifiques d'être sur des problématiques où parfois c'est pas le client qui peut payer, il faut trouver un autre modèle. Donc sa culture, et pour nous notre mission, elle est aussi de faire grandir dans leur philanthropie nos entrepreneurs philanthropes pour qu'ils comprennent les enjeux spécifiques que rencontrent des porteurs de projets associatifs qui je disais sur le modèle économique, mais aussi sur comment on évalue son impact, puisque ce n'est pas la même chose. Il y a pas, c'est pas une question de revenus et de dire j'ai réussi à générer tant de bénéfices ou tant de chiffre d'affaires. Là, il y a un enjeu pour mesurer son efficacité, c'est son impact. Et donc, l'idée, c'est d'être sur une relation, et ça va peut-être y revenir sur les facteurs clés de succès,
qui font que cet accompagnement peut marcher, c'est qu'il y a vraiment un enjeu d'horizontalité, ce qui n'est pas toujours simple, et on en parlera aussi dans les défis, pour que les mentors, en tout cas, chacun apprend de l'autre, voilà, c'est ça que je voulais dire. Et juste deux autres points importants, ça c'est la brique première, c'est le mentorat, et donc c'est à peu près tous les mois, une session à peu près tous les mois, souvent en binôme de mentors avec le porteur ou l'équipe de porteurs de projet. Et en fait, ce qu'on a mis en place depuis 2 ans à la demande de nos porteurs de projet, c'est aussi du co-développement, c'est-à-dire des temps d'échange entre pairs, entre les porteurs de projet qu'on soutient, parce qu'ils nous disaient, en fait, ils se rencontraient à des moments et ils partageaient plein de choses, et on s'est rendu compte qu'on pouvait les aider à créer ce réseau. Donc, ça a créé un réseau de pairs qui échangent sur des problématiques diverses. Et donc, quand on dit co-développement, on met vraiment en place des sessions un peu timées sur quelqu'un apporte une problématique et les autres contribuent à lui apporter leur regard. Et le troisième volet de notre accompagnement, on va dire, qui s'est structuré dans le temps, c'est tout ce qui est mise en réseau avec différents partenaires, et notamment des partenaires financiers. Donc, comme on est souvent à l'amorçage, qu'on aide, qu'on accompagne, notre but, c'est d'accompagner financièrement pendant 3 ans. On se rend compte que le mentorat et l'accompagnement se poursuivent largement au-delà des 3 ans, mais de dire qu'au bout de 3 ans, on les a aidés à trouver des pistes de modèles économiques et aussi trouver des relais financiers. Et donc, en ça, on participe à la recherche d'autres financeurs pour ces projets. Voilà, on va dire, le principal. D'accord, merci beaucoup. Voilà une belle expérience. Du coup, on va passer à une autre pratique du développement avec Dorothée. Donc, je vais laisser Dorothée Honteberry se présenter rapidement et puis aller effectivement sur l'accompagnement et la méthode et les moyens aussi. Voilà. Merci Françoise. Bonjour à tous. Donc, je travaille pour la Fondation Bettencourt-Schweller qui agit dans 3 grands domaines d'intervention, la science, la culture et le social. Je suis pour ma part en charge du pôle mécénat social, ce qui est une petite équipe de 3 personnes, et on agit dans un champ très large de thématiques dont les principales sont l'éducation, le handicap, l'insertion professionnelle et la grande précarité. On a une 50aine d'associations en portefeuille pour le social, dans le domaine social, qu'on soutient en général plusieurs années, c'est-à-dire qu'on a souvent un premier soutien qui est voté sur 3 ou 5 ans et qui peut parfois être renouvelé. Mais on a en même temps des associations qui sont à des stades de développement et à des tailles très, très variées. Alors, on fait de l'accompagnement, on accompagne nos projets au-delà du soutien financier à la Fondation, tout d'abord parce qu'on est persuadé que notre don va avoir plus d'impact si on aide l'association à grandir, pas que financièrement. C'est-à-dire que notre don, s'il est fait sur une association qui a une gouvernance un peu fragile, un modèle économique qui n'est pas encore abouti, tout ça aura, le don aura plus d'impact si on aide l'association à travailler sur tous ces points. Et c'est vraiment très lié également au fait qu'on s'engage sur plusieurs années, ce qui permet vraiment de développer un dialogue dans la durée avec les porteurs de projets, en confiance, en transparence. C'est vraiment quelque chose qu'on essaye d'installer dès le départ, cette transparence et cette confiance qui sont effectivement clés pour que l'accompagnement puisse vraiment être pertinent. Concrètement, on va accompagner les associations sur différentes thématiques. J'en ai cité quelques-unes. Ça peut être le modèle économique, ça peut être la gouvernance, ça peut être les statuts juridiques, ça peut être la communication, ça peut être le pilotage de leur action, l'évaluation de leur impact. Toutes ces thématiques sur lesquelles ils se posent des questions, sur lesquelles ils sont sur un chemin plus ou moins avancé. Et donc, on va leur proposer pas mal de choses différentes. En fait, ce qui est important, c'est qu'à la Fondation, on n'a aucun schéma défini d'accompagnement. On va vraiment s'adapter à chaque structure et ça va être vraiment du sur-mesure pour chaque structure. Donc, on va, en fonction de leurs besoins, de leurs difficultés qu'on a pu identifier, de leurs enjeux, leur proposer soit des réunions de travail à la Fondation avec quelques personnes de leur équipe et quelques personnes de la Fondation. On va leur proposer de les mettre en relation avec des pairs qui ont pu connaître les mêmes, qui peuvent être sur les mêmes enjeux, les mêmes questions, ou qui peuvent avoir une problématique complémentaire. Les mettre en relation avec des experts du réseau de la Fondation,
On peut également, dans certains cas, aller jusqu'à leur payer des missions de conseil avec des experts. Voilà, donc c'est vraiment, on a toute une palette d'outils finalement qu'on pioche en fonction des besoins de l'association. On propose beaucoup de choses, on n'impose rien. On est vraiment dans la proposition, nous, sur notre accompagnement, qui est vraiment un dialogue, j'ai envie de dire, qui se construit dans la durée. Il peut être plus ou moins fort selon les périodes du soutien, c'est-à-dire que là, on a soutenu des associations qui ont vécu des vraies crises et qui ont eu besoin de nous pour des crises de gouvernance, des crises financières, des crises de communication, etc. Et donc là, on est très présent, encore une fois, s'ils ont besoin de nous, on peut mobiliser des experts, on peut financer des missions particulières. Mais en tout cas, il n'y a pas de chemin tracé à l'avance. Maintenant, on peut être plus ou moins, nous, proactifs, c'est-à-dire que ça peut venir aussi bien de l'association qui nous sollicite, qui nous dit, voilà, qui veut travailler sur un projet, qui veut nous demander des conseils ou de l'aide sur un point, ou ça peut être nous qui sommes plus proactifs si on a identifié des points sur lesquels ça nous semble important de faire travailler l'association. Ça, c'est ce qu'on fait sur le plan, j'ai envie de dire, individuel. Donc, évidemment, on a des moyens qui sont quand même limités parce qu'on n'est que 3 dans l'équipe. Donc, on fait, on fait à la hauteur de nos moyens. Mais, et ça, c'est ce qu'on fait sur le plan individuel. Et puis, on a aussi un accompagnement qui est plus collectif, qu'on a mis en place il y a quelques années et qui est très apprécié des associations. On a mis en place 2 formats. Un format de rencontre, enfin les deux, c'est des formats de rencontres et d'échanges à la fondation. On a un format qui est court, qui dure 2 heures, où on fait venir un expert à la fondation et on convie tous les porteurs de projets. Donc en général, on est une 30-40aine et il y a un expert sur un sujet qui vient faire une intervention d'1 heure, très ciblée, qui permet aux associations en général de repartir toujours avec des tips et des choses un peu concrètes qu'ils peuvent essayer de mettre en place ou sur lesquelles ils peuvent réfléchir. Donc, il y a l'expert et il y a en général une association qui témoigne sur le sujet. Donc, les sujets, pour vous donner des exemples, ça peut être comment gérer ses bénévoles, ça peut être communiquer sur les réseaux sociaux, ça peut être les modes de financement innovants, ça a été la gouvernance, enfin voilà, c'est ce type de sujet. Et le deuxième format, qu'on expérimente depuis moins de temps, mais qui marche bien aussi, ce sont des moments plus longs où on invite moins d'associations. On invite 6 ou 7 associations qui nous semblent particulièrement concernées par la thématique dont on va parler lors de cet événement, qui viennent en général en binôme. On fait venir là aussi un expert qui leur fait 2 heures, on va dire à peu près, d'intervention, un peu théorique. Et après, les associations travaillent, fait des petits groupes, travaillent sur le sujet précis et donc repartent vraiment avec un début, pas juste avec des idées, mais repartent avec vraiment quelque chose d'assez concret sur lequel ils ont travaillé. On a fait ça sur la marque, par exemple. Donc, on avait un expert en communication, quelqu'un qui a créé une agence de com qui était là et qui les a fait travailler sur leur elevator pitch et sur, je ne sais plus quoi, mais voilà, quelques outils vraiment très précis. Et puis, on l'a fait également, un autre exemple, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait sur l'évaluation d'impact pour des associations qui en étaient vraiment à tout début de leur réflexion. Donc, vraiment pour les faire travailler sur, qu'est-ce que je dois évaluer, comment, avec qui, etc. Voilà, et on accompagne, si j'ai encore un petit moment ou pas, parce qu'il y a un sujet pour nous qui est très important dans l'accompagnement. Comme on est là sur la durée avec des montants assez importants, on a évidemment une vraie responsabilité de les accompagner aussi sur la levée de fonds. Pour ne pas les mettre en difficulté à la fin de notre soutien. Donc ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on insiste beaucoup. Donc on est toujours très soucieux d'aider l'association à trouver des relais de financement. Donc ça peut prendre différentes formes. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on anticipe la fin de nos soutiens. Et on va vraiment insister et sensibiliser l'association à aller chercher des relais de financement. Et donc ça peut prendre plusieurs formes. C'est-à-dire que là, on a, pour ce thème-là, on peut soit proposer à l'association, par exemple, de payer des formations ou lui donner accès à des formations en levée de fonds. On peut aussi assez fréquemment, d'ailleurs, nous, on finance, parce qu'on finance beaucoup, nous, de frais de fonctionnement.
et des salaires. Donc, on peut financer un salaire de fundraiser si c'est le bon moment pour l'association d'embaucher si elle n'en a pas encore. Et on peut également, la troisième façon on peut les aider, c'est de financer une mission de conseil avec une agence experte en levée de fonds. Donc, ça va vraiment dépendre. En fait, là, je vous donne 3 exemples de choses qu'on peut faire et qu'on va vraiment adapter aux besoins de l'association. C'est un échange avec elle. Après, c'est elle qui va décider. Maintenant, nous, on lui fait part de ce qu'on a vu, de ce qu'on connaît, de ce qu'on pense. Et puis après, elle va décider et voilà. Et puis, ça peut être aussi un mix de tout ça. On peut faire des choses vraiment sur mesure. Comme on l'a fait, je finis avec ça, un exemple qu'on a mis récemment en place, une action qu'on a mis en place pour une association qui avait besoin justement de muscler sa levée de fonds et qu'on avait vraiment envie de renforcer leur capacité à aller chercher des fonds. Et on a mis en place quelque chose, un mix entre formation et conseil avec l'AFF. Et c'est la première fois qu'on fait ça. Mais l'AFF nous a vraiment construit quelque chose de sur mesure en one-to-one pour cette association. Et ça passe par des ateliers tous les 15 jours pendant 2 heures sur une période de 4 mois qui doit vraiment rendre l'association beaucoup plus autonome dans sa levée de fonds et lui permettre d'explorer des nouvelles pistes par rapport à ce qu'elle faisait jusqu'à maintenant. Voilà, je vais m'arrêter là, mais… Juste une question, c'est sur le long terme, c'est un accompagnement de combien de temps à peu près? C'est en moyenne? Ça dépend en fait. Notre soutien, donc on accompagne sur la durée de notre soutien et nos soutiens, ils sont… c'est assez, en moyenne, on va dire 3-4 ans, mais encore une fois, ça peut être renouvelé. Mais on a également quelques dons qui sont juste ponctuels quand c'est de l'investissement. Mais en général, on accompagne entre 3 et 6 ans, on va dire. D'accord. Et combien de structures accompagnées par an? On en a une 50aine en général en permanence. On a une 50aine de soutiens en cours en permanence, mais encore une fois, l'accompagnement va être très variable, extra-financier va être très, très variable d'une structure à l'autre. Et il y en a, encore une fois, quand on paye l'achat d'un bâtiment, la rénovation d'un bâtiment, on n'accompagne quasiment pas. Je veux dire, donc voilà, dans les 50, on n'accompagne pas les 50 avec la même intensité. On ne pourrait pas, évidemment. Mais voilà, donc c'est très… Et puis, il y en a aussi qui sont moins demandeuses. Hein. Nous, encore une fois, on n'impose rien. Donc, certaines structures sont moins demandeuses, sont plus autonomes, on n'en a pas besoin. Donc, voilà, ce qu'on propose est très variable et ce qu'on fait en termes d'accompagnement extra-financier n'est pas du tout de la même intensité sur les 50 associations. D'accord, merci beaucoup. Eh ben, on va passer à Léo Lamboulet maintenant sur, alors là, une expérience de venture philanthropie. Donc, allez-y Léo, sur à la fois l'accompagnement, voilà, déjà comment vous fonctionnez à la Fondation, puis votre accompagnement et les moyens, et voilà. Déjà, merci Françoise, Anne et le CFF pour cette invitation et pour cette réflexion fort intéressante sur le sujet. Donc, pour présenter brièvement la Fondation Alpha Omega, donc la Fondation Alpha Omega, c'est une fondation spécialisée dans l'éducation et qui a comme ambition de résoudre ce fléau que constitue l'échec scolaire en France. Donc, autrement dit, on œuvre pour la réussite scolaire et l'insertion professionnelle des jeunes issus de milieux modestes. Pour y arriver, on a identifié sur l'ensemble du parcours éducatif les moments charnières de décrochage et on accompagne les structures associatives de référence sur chacun de ces problématiques. Donc, on accompagne actuellement 7 structures. Et quand on parle d'associations de référence, ce que ça veut dire chez nous, c'est des associations qui ont un dispositif éprouvé, un impact avéré et qui ont une action sur tout le territoire national qui se caractérise par un accompagnement de minimum 10 000 bénéficiaires. Donc, ces structures, on va leur apporter un accompagnement dans leur structuration et leur développement avec un but très précis qui est ce fameux passage à l'échelle, cette massification de leur action. Donc, comme le rappelait Françoise, on le fait à travers la méthode de la venture philanthropie que je vais développer plus bas, mais qui, en gros, se caractérise par un triple soutien, un soutien financier, stratégique et opérationnel. Et c'est un accompagnement qui s'inscrit dans un temps long. On est sur des partenariats qui vont durer entre 8 et 10 ans.
Donc, si je reviens avant de parler de notre méthode, en fait, l'importance qu'on apporte à l'accompagnement extra-financier, c'est que pour nous, l'accompagnement extra-financier, il est au cœur de notre démarche et il constitue vraiment un véritable catalyseur pour le développement associatif. Parce qu'arrivé à un certain stade de développement, on a remarqué, on a analysé que les associations, finalement, se retrouvent confrontées aux mêmes problématiques que les entreprises du secteur privé, notamment sur les grands enjeux. Ai-je une vision claire et des objectifs définis? Est-ce que j'ai une organisation qui est capable de porter la vision? Est-ce que mes process et mes outils pourront supporter cette augmentation d'activité? Et on voit que dans le secteur privé, les entreprises, elles prennent ces défis en embauchant des talents, en s'appuyant sur des partenaires experts, en se dotant des meilleurs outils. Et ces ressources-là, elles sont aussi très importantes pour les associations, mais elles en ont difficilement accès. Et effectivement, l'idée, on voit que ces associations, elles auraient besoin de cabinets de conseil pour construire justement leur stratégie à moyen terme, qu'elles aimeraient être accompagnées par des cabinets RH pour identifier et recruter des talents, ou encore se doter des meilleurs, de trouver les meilleures entreprises tech pour, par exemple, bâtir leur CRM. Donc, au même titre que l'accompagnement financier, l'accompagnement extra-financier, il est indispensable vraiment pour accompagner les structures dans leur développement, leur passage à l'échelle. Donc, notre méthode, justement, pour déployer tout ça, c'est que nous agissons à deux niveaux. On accompagne les dirigeants d'associations dans la construction de leur plan de croissance et on va venir épauler les équipes opérationnelles dans la réalisation des différents chantiers de ce plan. Et si on reste sur la méthode, notre démarche, en fait, elle est inscrite vraiment à travers notre conventionnement. On a des conventions de partenariat pluriannuelles entre 3 et 5 ans. Et en fait, ces conventions de partenariat pluriannuelles, elles vont fixer les ambitions poursuivies par les associations qui se caractérisent par quel est le nombre de bénéficiaires que je vais atteindre à 3 ou 5 ans. Et ça fixe aussi les différents leviers stratégiques à activer pour atteindre ces objectifs. Et chaque année, en fait, par avenant, on va définir les différents chantiers qui vont contribuer à la réalisation de ces leviers et on va les cadrer, c'est-à-dire vraiment ces chantiers, quels sont leurs objectifs, quelle va être la méthode d'intervention, quelles vont être les personnes impliquées au sein de l'association et quels vont être les indicateurs de réussite de ce chantier. Donc voilà, tout ça va permettre de cadrer le chantier en amont. Et si on descend maintenant au niveau des moyens, donc l'action de la Fondation, elle est portée par 3 directeurs d'investissement social dont je fais partie, qui accompagnent entre 2 et 3 associations chacun. Et en fait, le petit nombre effectivement d'associations par directeur d'investissement social permet d'avoir un contact quotidien avec les associations et de passer en immersion dans les associations lorsque nous réalisons les chantiers dont j'ai parlé plus haut. Et l'action du directeur d'investissement social, elle est enrichie, complétée chez nous par ce qu'on appelle des fonctions expertes, qui sont des fonctions positionnées sur des thématiques qu'on a identifiées comme cruciales et qu'on retrouve dans toutes les structures. Dorothée l'a dit, effectivement, la capacité de lever les fonds est essentielle. Et si à un moment on veut se retirer, il faut que, quand je dis nous, c'est les fondations, il faut effectivement que les associations aient cette capacité à aller lever l'argent de façon autonome. Donc voilà, on a identifié donc 3 thématiques qui sont représentées par 3 fonctions expertes, qui sont le directeur de la communication, la directrice des relations institutionnelles et la directrice des partenariats privés. Et ces fonctions expertes, au même titre que le directeur d'investissement social, vont venir exécuter certains chantiers quand ces chantiers correspondent à leur thématique. Et pour finir, ces chantiers, quand ils sont trop importants ou alors qui demandent une expertise trop poussée, c'est à ce moment-là qu'on va faire appel à des entreprises partenaires qui vont réaliser en fait les missions de façon pro bono. Et la méthode qu'on déploie apporte un peu, je dirais, 4 avantages à nos mécènes partenaires.
c'est qu'il va y avoir d'abord un cadrage et une préparation de la mission en amont effectuée par les équipes de la Fondation Alpha Omega et de l'association. Le deuxième avantage, c'est que les missions qui vont être proposées à l'entreprise mécène vont être des missions à fort impact pour l'association parce qu'elles vont s'inscrire dans leur schéma de développement et vont correspondre à l'expertise de leurs collaborateurs. Le troisième avantage, c'est que les équipes de la Fondation vont être impliquées directement aux côtés du mécène dans la réalisation de la mission. Ça peut être de façon très, très opérationnelle ou si on n'a pas la compétence, en tout cas fonctionner un peu en supervision pour s'assurer que la mission suit bien les objectifs qui étaient prédéfinis et que le mécène a bien les ressources nécessaires et les personnes au sein de l'association disponibles pour réaliser la tâche. Et enfin, le quatrième avantage, c'est que la Fondation Alpha Omega va poursuivre le travail du mécène pour s'assurer effectivement du véritable impact du mécène suite à son passage. Par exemple, quand il s'agit de recommandations qui seraient formulées dans le cadre, par exemple, d'une mission en communication ou en revue organisationnelle, les équipes de la Fondation Alpha Omega s'attachent que les recommandations soient vraiment mises en œuvre et implémentées. Voilà pour ma part. Merci Léo, je crois que c'était très clair. Juste une question, c'est autour du soutien, ça monte à combien à peu près de ce soutien pour une association? En termes de montant financier? En termes de montant financier, parce que c'est vraiment tout un parcours très, très serré en fait, d'accompagnement auprès de chaque structure. Donc le montant financier, ça représente combien? On est entre 200 et 300 000 euros par an par structure. Par structure, d'accord. Et ça, sur combien de temps? Entre 8 et 10 ans. 8 et 10 ans, c'est ça. En fait, l'idée, on était parti sur un accompagnement qui tournait autour de 5 ans. Parce qu'en fait, la logique que sous-tend notre accompagnement, c'est une logique qui est empreinte du capital investissement, puisque notre président fondateur, Maurice Chéniaud, a été la personne qui a développé le capital investissement dans les années 70 et il s'est dit, je vais essayer de faire la même chose, la même méthode. J'accompagne des entreprises à créer de la valeur économique, comment j'accompagne des associations à créer de la valeur sociale. Et du côté du capital investissement, l'accompagnement se fait normalement autour des 5 ans. Donc, c'était la méthode qu'on voulait appliquer. Et on s'est rendu compte que le temps associatif est un peu plus long. Et comme on a vraiment cette ambition de se dire, en fait, l'idée, c'est qu'on arrête notre accompagnement quand il y a eu ce fameux passage à l'échelle qui n'a toujours pas eu lieu au bout de 5 ans. Donc, on se dit, on va poursuivre l'aventure et on va plutôt être sur du 10 ans. D'accord. Donc, un accompagnement sur du temps long, quoi. Assez long. Merci. Donc, je crois que vous avez bien fixé le cadre de vos accompagnements avec effectivement trois pratiques différentes, avec à la fois pour certaines et pour les Félicie et Dorothée, plus un accompagnement du sur-mesure et je dirais co-construit aussi avec chaque porteur de projet en fonction de ses besoins et un accompagnement plus lourd, bien encadré parce que j'ai bien entendu qu'il y avait des avenants annuels dans le cadre de la convention, donc très encadré sur une longue période. Je propose qu'on passe à la deuxième partie, justement, avant de laisser la parole aux participants, sur justement qu'est-ce que vous retirez de tout ça en termes d'expérience, en termes d'expertise, en termes d'illustration peut-être, et puis parce que je disais un peu, alors je disais les difficultés, j'ai entendu Félicie qui parlait de leviers qui sont entrevus au fur et à mesure, donc des difficultés, leviers, et puis les défis que vous souhaitez relever pour la suite, voilà, enfin pour continuer, comme je disais, ou pour aller plus loin dans l'accompagnement. Je reviens à Félicie. Oui. Allez-y, Félicie.
Alors déjà, comme retour d'expérience, nous, cette année, on a fait une étude de notre impact. Et quand on dit étude de notre impact, ce n'était pas l'impact des associations soutenues, mais c'était vraiment de notre impact sur nos parties prenantes, donc nos entrepreneurs sociaux et associations soutenues, et puis nos philanthropes. Et en fait, ce qui ressort fortement, c'est effectivement le côté aider à voir grand. Donc, en tout cas, l'accompagnement et le financement, alors j'ai oublié de le préciser, qui étaient nous aussi non fléchés, plutôt attribués de manière, nous, c'est à peu près 100 000 € sur 3 ans. Et nous, l'idée, c'est que, pareil, ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. On en discute avec eux, bien sûr, etc. Mais en tout cas, on les laisse libres de l'utiliser. Et donc, ce côté financement voilà, non fléché qui permet de payer des salaires, ce côté mentorat, accompagnement de proximité régulier et cette relation de confiance, et je pense que je vais revenir, c'est notre point clé qui est à la fois une force et un défi. En tout cas, c'est ça, nous, voilà, ce qu'on en tire comme expérience, c'est vraiment l'idée, ce qu'on retire, c'est de les aider à voir grand et à prendre confiance en eux et à se dire que c'est possible et à les accompagner à avoir encore plus d'ambition et à voilà, déployer leurs projets. Et c'est vrai que nous, alors, pour aller dans le sens d'une expérience, des expériences en tout cas à illustrer, on se rend compte que nos entrepreneurs sociaux soutenus, ils sont souvent assez jeunes. C'est souvent leur première expérience entrepreneuriale. Moi, alors, j'ai oublié de préciser que moi, je suis directrice projet impact. Et donc, mon rôle, c'est de les identifier, d'aller les chercher. Alors, ça passe par souvent des prescripteurs, des partenaires, des réseaux d'accompagnement du type incubateur ou voilà, pépinière, enfin, plutôt voilà, différents dispositifs ou réseaux qui accompagnent ces entrepreneurs sociaux. Et effectivement, l'idée, c'est que souvent, c'est leur première expérience entrepreneuriale et d'avoir un mentor référent, je pense que ça les rassure, ça les met en confiance. Et donc, on a des associations. Alors, je peux parler de Latitude, qui est une association portée par 3 jeunes qui sortaient d'école d'ingénieurs et qui se sont dit, bah, voilà, aujourd'hui, les ingénieurs et futurs ingénieurs étudiants qui se mobilisent sur la tech, ils ne se rendent pas compte que leurs compétences, elles sont utiles aussi pour le monde associatif. Et il faut les sensibiliser aux enjeux sociaux et environnementaux et faire en sorte qu'ils ils déploient leurs compétences aussi pour ces acteurs-là. Et donc, nous, on les a accompagnés vraiment au tout début. Pareil pour l'association Ticket for Change qui accompagne chaque personne qui le souhaite à se projeter dans des études dans des métiers avec une carrière à impact. Donc, par à la fois l'entrepreneuriat, l'intrapreneuriat ou être contributeur, mais en tout cas aider les transitions vers l'impact. On a aidé Mathieu Dardaillon, le fondateur, vraiment, alors qu'il avait l'idée, il avait ce projet d'abord de commencer par un tour de France des entrepreneurs sociaux. Enfin bref, et donc l'idée, c'était de lui dire, vois plus grand, tu peux le déployer. Et donc aujourd'hui, il permet d'accompagner plusieurs dizaines de milliers de personnes à se projeter dans ces voies-là. Peut-être un point, on va dire nos défis, c'est qu'on a, nous, une alliance, on ne s'appuie que sur nos ressources propres, on ne va pas tellement chercher d'extérieur. J'ai oublié de le préciser, nous, on est une entité assez petite, on a un budget de 400 000 €. Donc, c'est vraiment juste, ça permet de s'adresser aussi à des fondations qui sont petites, qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens, et de se dire, en fait, on peut, mais nous, on a fait le choix de mobiliser au-delà des dons, on reverse à peu près la moitié en dons. Par contre, chaque année, et par contre, l'autre moitié, c'est du temps dédié à la mission, à l'accompagnement, à la coordination de ce mentorat, à aller chercher, à créer du lien avec d'autres fondations pour chercher d'autres cofinancements. Et en fait, notre effet levier, il passe beaucoup par, finalement, même si nous, on met 10, on arrive à les aider à aller chercher 100. Donc ça, c'est ce qui s'est passé, par exemple, pour Ticket for Change, aller chercher la fondation de groupe Peter Kahn, qui a permis d'avoir 1 million sur 5 ans. Et en fait, ça, ce n'est pas toujours facile à communiquer parce qu'effectivement, souvent, quand on est une fondation, on nous dit combien vous avez reversé, quels sont vos frais de structure, vos frais de fonctionnement. Et nous, en fait, ce n'est pas des frais de fonctionnement, c'est des frais de mission sociale qui sont du temps dédié à l'accompagnement. Et donc, s'il y a 50% de frais de structure, il y a par contre, et donc 50% reversés, on a fait le calcul du temps dédié à ces projets, c'est bien au moins plus de 75% qui sont vraiment dédiés, voire 80%, qui sont dédiés aux missions sociales. Et donc ça, on sent que c'est quelque chose qui n'est pas du tout évident parfois à communiquer à l'extérieur. Donc ça, je pense que
c'est important. Le deuxième point, c'est nous de mobiliser nos compétences internes, donc nos philanthropes. Aujourd'hui, on était plutôt sur du mentorat, un mentor, un porteur de projet, et on se rend compte que, ou deux menteurs, et on se rend compte qu'il y a tout un travail à faire pour mieux mobiliser effectivement les compétences de tous nos philanthropes auprès de tous les projets, d'aller les chercher de manière ponctuelle par des sessions ponctuelles de mentorat sur une expertise qu'ils ont. Mais du coup, effectivement, on n'a pas encore développé le côté expertise extérieure d'aller chercher des partenaires. On s'appuie sur nos ressources, mais on se rend compte que déjà, nos ressources, il faut qu'on les mobilise encore mieux, et de l'échange pair à pair entre nos mentors, par exemple, sur leur pratique de mentorat, puisqu'on on les accompagne dans cette mission, mais c'est très… en fait, on fait très en construisant, en marchant. Voilà. Ça, c'est plus pour on va dire, nos défis. Et sinon, voilà, je pense que après, c'est de se dire que nous, dernier point, on va dire notre théorie du changement à nous, c'est dire on n'a pas vocation à grossir et à devenir un truc énorme avec plein de philanthropes, une centaine de philanthropes. On s'est dit qu'on voulait rester à une taille humaine, mais que la façon dont on accompagne ou on mentor, on pense que ça a du sens, ça porte ses fruits, et que c'est plutôt de transmettre, participer, comme là aujourd'hui, partager des pratiques et de faire en sorte que d'autres fondations osent aller sur du temps long. Alors nous, c'est 3 ans de financement, mais c'est plutôt 5-6 ans d'accompagnement. Aller sur du temps long, sur de l'accompagnement extra-financier, sur du financement non fléché. En tout cas, c'est tous ces messages, on pense qu'il faut plutôt les promouvoir pour que d'autres fassent aussi, pour être plus au service des associations et des acteurs de terrain. Merci, je crois que c'est important, cette notion à la fois de mobiliser, comment on travaille sur l'amélioration de ses compétences internes et la mobilisation différente ou encore plus efficiente des compétences internes, et puis sur l'ouverture que vous proposez, sur laquelle vous réfléchissez pour avoir encore plus d'experts pour améliorer l'accompagnement. Je vais passer la parole à Dorothée maintenant, de Mairie, pour vous, Oui. sur votre fondation, vos expériences, ce que vous en retirez, puis les défis. Alors, ce qu'on en retire, vraiment, nous, on fait cet accompagnement parce qu'on est convaincu que c'est très utile pour les associations, mais c'est vrai que c'est extrêmement aussi utile pour nous. Ça permet d'avoir une connaissance des projets, des secteurs, des enjeux beaucoup plus grande, évidemment, que si on fait juste un chèque et qu'on fait juste un bilan à la fin du soutien. Donc, c'est vraiment d'une très grande richesse aussi pour nous, pour l'équipe, pour nourrir nos réflexions, pour faire évoluer notre philanthropie, tout ce travail d'accompagnement. Pour dire un mot des défis, je dirais que, on a un premier défi qui est le temps qu'on peut y consacrer, parce que vous l'avez compris, on a une petite équipe, beaucoup d'associations soutenues, donc c'est vrai qu'on aimerait parfois avoir beaucoup plus de temps, et certaines associations nous l'ont dit, qu'ils auraient aimé aussi, on nous l'a dit, il se trouve récemment à la fin d'un soutien, en disant on aurait aimé avoir plus de temps d'échange avec vous pour nous faire grandir justement sur certains sujets. Donc il y a un sujet temps qui est très lié à nous et à notre organisation. Il y a un autre défi qui est peut-être plus… une difficulté, là je pense que d'autres ont dû rencontrer, c'est que de temps en temps l'accompagnement, on a un rôle, une responsabilité de dire des choses qui ne sont pas agréables à entendre. On peut être très souvent sur plein de sujets très positifs, et de temps en temps il y a des choses qui ne vont pas dans une association, et c'est de notre devoir souvent de le dire. Récemment, on a eu une situation où il y avait un vrai problème de gouvernance qu'on avait identifié, qui mettait en difficulté l'équipe. L'équipe nous l'avait remonté. Alors, c'est pas évident, parce que là, il y a vraiment, il faut garder une position qui est celle d'un accompagnant, mais pas non plus selon nous, notre position dans ce cas-là, c'est pas encore une fois de décider, de trancher à la place de l'association, mais de faire passer des messages quand même assez forts pour que les choses bougent. Donc dans ce cas-là, là, on a déjà mené un peu confronter d'autres points de vue de gens externes à l'association pour s'assurer que notre analyse était la bonne, et puis ensuite organiser un rendez-vous avec le président de l'association pour lui faire passer des messages. Et en fait, comme bien souvent sur beaucoup de sujets, on se rend compte qu'il était conscient du problème, mais que le fait que ce soit quelqu'un d'autre qui lui dise, et en plus un partenaire quand même de poids, mais c'est vrai que le fait de l'entendre de la part d'un partenaire financier,
a un impact et l'oblige un peu à se mettre en action et à prendre le problème à bras le corps. Voilà, mais donc c'est un vrai défi, je trouve, sur quand il y a des situations qui peuvent mettre en danger l'association, de savoir tirer des sonnettes d'alarme. Et c'est pas toujours facile de le faire, surtout que l'association peut être plus ou moins réceptive et plus ou moins avoir envie d'entendre les messages. Et d'ailleurs, ça m'amène à une troisième difficulté. Comme nous, c'est absolument pas contractualisé, cet accompagnement. Vous l'avez compris, hein, c'est un peu à la carte et à la demande. On a de temps en temps des associations qui n'ont pas spécialement envie de cet accompagnement. Et dans ce cas-là, nous, on ne force pas, mais c'est vrai que de temps en temps, c'est un peu frustrant parce qu'on voit ce qu'on pourrait leur apporter. On essaye quand même, on fait des propositions. Voilà, mais s'ils n'ont pas envie, on ne va pas plus loin, mais c'est vrai que ça peut être un peu frustrant de temps en temps. Voilà, mais en tout cas, moi, ce qui me frappe, c'est que tout cet accompagnement, en tant que fondation, on a un regard sur le secteur associatif en général, sur certaines thématiques, une connaissance, une expertise qui peut toujours servir à ces dirigeants d'associations qui peuvent être souvent assez seuls face à leurs problématiques et qui sont hyper preneurs de savoir ce qu'on a vu dans d'autres structures, de savoir qui sont les bonnes personnes qui peuvent aller voir, de mise en relation. Tout ça, c'est des petites choses, mais qui peuvent être hyper précieuses pour les associations et ils sont hyper demandeurs. Ils nous considèrent un peu, nous, Fondation, comme étant un peu, voyant plein de choses, plein de projets, plein d'associations. On a quand même cette expérience, on voit plein de projets passer, on en a accompagné certains, etc. Et donc, de pouvoir leur restituer un peu de ce qu'on a pu voir chez d'autres, encore une fois, de mise en relation, c'est hyper précieux pour eux. Donc, je pense qu'il faut ne pas hésiter à faire ça. En revanche, là où il faut faire attention, je pense, nous, Fondation, c'est si on a tous envie de faire de l'accompagnement, parce que c'est vrai que c'est assez riche quand même pour nous, il faut faire attention à ce qu'ils ne se sentent pas obligés de se faire accompagner par tout le monde, parce que là, sinon, ils vont un peu, si on impose un peu les choses, mais que d'autres le font aussi, etc., voilà, il faut vraiment s'assurer qu'il faut toujours partir vraiment du besoin de l'association et de se dire que ça doit vraiment être avant tout dans son intérêt qu'on fait les choses. Voilà. Merci. Donc, je retiens les éléments sur justement cette mise en relation qui est importante, mise en réseau qui permet, qui est aussi j'ai bien envie de dire un réseau apprenant aussi, et donc qui permet à chacun de pouvoir puiser et s'enrichir mutuellement, même si des fois l'accompagnement n'est pas inné, le besoin d'accompagnement n'est pas inné de la part des structures. Et puis ce que je retiens aussi, c'est à partir du besoin du besoin de la structure. Je pense que c'est un point important, et d'arriver à coordonner différents accompagnements possibles, mais que ce soit pas que l'association ne soit pas sous le joug de différents accompagnements possibles, mais qui est bien un fil conducteur qui lui permet de trouver des réponses à son besoin. Voilà. Je rajoute une chose, il faut être sûr qu'elles soient capables d'absorber aussi cet accompagnement. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas toujours, on peut leur proposer, je ne sais pas, une mission de conseil, et ils n'ont pas forcément les ressources pour mettre quelqu'un en face d'un consultant qui va venir leur refaire leur stratégie, etc. Donc, il faut vraiment toujours aussi s'assurer qu'ils ont la capacité à absorber cet accompagnement. Merci. Et donc, on va passer à Léo sur, pareil, même question. L'expertise, l'illustration, et puis les défis, difficultés ou leviers, et puis les défis. En tout cas, ce que ça m'évoque en écoutant Dorothée et Félicie, ce qu'elles ont souligné, c'est que nos structures respectives, elles ont des ressources humaines et financières limitées. Et en ça, sur le sujet qu'on est en train d'ouvrir ici, le mécénat extra-financier, et comment les entreprises aussi peuvent s'en emparer pour devenir partenaires, on sent que ça devient essentiel et ça permet, je pense, d'enrichir, de maximiser nos accompagnements. Et c'est comment, justement, on crée ces ponts-là entre le monde économique et le monde social qui me paraît très important. Et si je devais illustrer ça pour montrer effectivement du coup la force de l'accompagnement extra-financier, et surtout quand il est couplé à de l'accompagnement financier, je pourrais prendre le cas de… On a accompagné à l'implémentation et déjà à la conceptualisation et à l'implémentation de la stratégie digitale d'une association qui s'appelle l'AFEV, qu'on accompagne depuis 2016.
Et en 2016, quand on a fait donc on fait ce qu'on appelle des analyses assez poussées des due diligence, on avait remarqué que sur la partie digitale, il n'y avait aucune expertise métier dédiée, que le budget alloué était très faible et que les process métiers et le dispositif envers les bénéficiaires étaient très peu digitalisés. Et je ne vais pas rappeler à tous l'importance du digital. Félicia parlait de l'attitude, donc on en est tous conscients. Donc on a ouvert ça comme chantier stratégique. Et il y a eu un premier niveau, donc je parlais de cet accompagnement stratégique avec les dirigeants, de sensibilisation à l'importance de s'ouvrir au digital. Donc premier niveau d'accompagnement extra-financier. Et ça a donné lieu à la création d'un poste de responsable projet digitaux. Et ce qui est intéressant, c'est qu'après, on a travaillé le profil, donc et bien sûr la fiche de poste, et on a accompagné l'association pour qu'elle recrute quelqu'un qui était issu du monde du privé, avec une expérience très forte et une culture digitale très forte, qui a permis cette impulsion dans l'association. Derrière nous, c'est l'imbrication entre l'extra-financier et le financier. On est venu, comme le dit Dorothée, ce qu'on fait souvent si on finance des postes de structure. Donc, on a financé ce responsable projet digitaux et on lui a alloué un budget d'investissement dans les projets digitaux. Et derrière, on s'est dit, mais il arrive dans une structure, il a sa connaissance, son expertise, mais il est tout seul. Et ce qui peut se passer, c'est se lasser, pas avoir d'interlocuteur et finalement partir. Donc là, on a mobilisé un mécène de compétences qui s'appelle Devoteam, qui est une entreprise en transformation digitale, qui a mis en place, on a réfléchi et on a mis en place ensemble un coaching en sa faveur qui a été réalisé par un senior partner de Devoteam qui avait pour but justement de l'aider dans la construction de sa feuille stratégique. Et à côté de ça, pour lancer les premiers projets, Devoteam est venu aussi en mission pro bono sur des missions de conseil, notamment sur la réflexion des process métiers et surtout les outils collaboratifs. Et là, on voit bien l'impact parce qu'il y a eu le Covid juste après. Et en fait, cette mission de conseil a donné lieu au déploiement de la suite Google qui s'appelle G Suite, qui a permis donc, du coup, à tous les collaborateurs, ils sont à peu près 250, de pouvoir communiquer de façon fluide et collaborer. Et il y a eu le Covid et le premier confinement. Et donc, ils sont tous retrouvés chez eux. Et en fait, le fait d'avoir déployé en amont la suite Google leur a permis de continuer à travailler et à faire bien plus, puisque vous savez que toutes les associations, pendant le Covid, ont fait des choses extraordinaires. Et la FEV a pu déployer de nombreuses actions grâce justement à ces outils. Et donc, on voit bien vraiment l'importance et l'imbrication du financier et de l'extra-financier. Et la FEV aujourd'hui n'est plus du tout la même de ce côté-là, du côté digital. Elle a aujourd'hui une équipe de 4 personnes. Elle digitalise de façon constante les process métiers. Et au niveau du dispositif pour les bénéficiaires, elle a su mettre du digital à tous les parcours au bon moment. Et pour être aujourd'hui en capacité, c'était ça mon introduction, en capacité de passer à l'échelle. Aujourd'hui, il y a le plan Jeune à Mentor. La FEV a été un des principaux lauréats. Et aujourd'hui, elle a un objectif de doubler, quadrupler dans les 2-3 ans à venir. Et aujourd'hui, elle se sent en capacité, notamment à travers plein de choses, mais notamment grâce au digital. Il me reste 2 minutes pour parler d'enjeux défis. Je vais aller très vite. J'en identifie 3. Le premier, c'est, Dorothée en parlait un peu aussi, c'est les conditions favorables à ce mécénat, justement. Est-ce qu'il y a des personnes impliquées? Est-ce qu'on a identifié le besoin? Donc, vraiment se dire, il y a ce travail d'identification du besoin et de cadrage de la mission. C'est valable pour nous, Fondation, quand on veut accompagner des associations, mais c'est encore plus vrai si on décide de faire venir des entreprises partenaires pour faire des missions pro bono, en fait, de créer cette condition favorable et d'en assurer un suivi. Parce qu'on se rend compte, nous, souvent, que quand ce suivi n'est pas fait, le mécène, des fois, est un peu perdu et pas encadré par la structure. On sent que son action dévie de l'objet initial. Et des fois perd justement des contacts et en fait n'a plus personne pour travailler. Donc on peut s'assurer aussi que l'association est bien en capacité d'accompagner le mécène dans sa tâche. Le deuxième point, c'est pour moi comment on développe cet accompagnement extra-financier, ce mécène de compétences avec les entreprises partenaires dans les territoires. On sent qu'aujourd'hui, les grandes entreprises françaises se sont
bien fait de ce dispositif-là. Elles l'ont intégré dans leur stratégie d'engagement collaborateur. Mais comment on descend dans les territoires et comment on fait connaître ça à des PME, à des ETI, on leur dit que oui, c'est aussi pour vous, vous pouvez vous engager. Et surtout, on sait très bien que l'action de l'association qu'on soutient, elle se font sur les territoires. Donc, je pense que si on arrivait à descendre d'un niveau et vraiment mobiliser tout le tissu économique au niveau des territoires, ça, c'est un bel enjeu à relever. Et le dernier, il est 10 heures. C'est plutôt une philosophie, c'est comment, j'ai essayé de le mettre en lumière avec le cas AFEV, justement, on met en commun l'accompagnement extra-financier et financier, parce que c'est les deux ensemble, pour moi, qui permettent vraiment de maximiser l'accompagnement au profit des structures associatives. Merci. Merci beaucoup, y compris d'être aussi précis sur le timing. Bravo. Bravo à tous les trois. Donc là, effectivement, trois expériences différentes avec bien sûr un certain nombre de points communs que l'on voit, et je crois que Léo, vous l'avez bien souligné. La parole est… maintenant, nous avons un temps d'échange avec la parole à tous nos participants. Anne, je ne sais pas, je n'ai pas suivi le chat, donc Alors, moi, je vois si déjà tu peux une nous dire. question que Agnès Elmagerie souhaiterait poser. Est-ce que je peux vous laisser prendre la parole, Agnès, pour que vous la posiez en direct? Pas de problème, bonjour. Je m'interrogeais parce que justement dans l'une des interventions, il était indiqué, je crois que c'est par Dorothée, qu'il fallait faire attention aussi aux multiples accompagnements possibles par différents financeurs et donc le trop-plein que ça pouvait aussi engendrer auprès des associations. Et du coup, je me demandais s'il existait des expériences de fondations qui justement apportaient ce même type de soutien auprès des fédérations d'associations qui pourraient ensuite accompagner de façon encore plus poussée et de la manière dont vous l'avez présenté auprès de leurs adhérents. Puisque une des fonctions aussi des fédérations, c'est de faire évoluer aussi les pratiques de leurs propres adhérents. Donc, elles ont déjà aussi ce travail d'animation et de mise en relation entre les pairs pour faire évoluer les pratiques. Et donc, je me demandais si, du coup, renforcer la professionnalisation des fédérations d'associations n'était pas non plus un bon objectif, ou en tout cas une bonne orientation possible, et si du coup il y avait des expériences de cet ordre-là qui existaient auprès des fondations. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut apporter une réponse de nos trois intervenants, ou si vous avez, vous, des… Je peux apporter une brève réponse, je peux commencer. Alors, il y a Léo. Vas-y, Léo. Je vais. Nous, effectivement, on accompagne une fédération qui s'appelle Entreprendre pour apprendre, donc qui est constituée d'une tête de réseau et de 15 ou 16 associations régionales. Et effectivement, ce travail, justement, nous, on accompagne la tête de réseau. Et c'est comment, effectivement, par l'accompagnement de la tête de réseau, on arrive à développer globalement la fédération. Et je peux dire, ce qui est important, je pense, c'est d'arriver à faire naître au sein de la tête de réseau un rôle qu'on peut appeler d'animation du réseau, qui va justement aider à cette dynamique de partage de pratiques. Comment, sur des thématiques, par exemple le fundraising, cette personne est en capacité d'identifier les bonnes pratiques de fundraising, de pouvoir créer des ateliers, des temps d'échange pour les partager, pouvoir formaliser ces bonnes pratiques. On sent que la formalisation manque. On dit on sait, on est au courant que, mais de pouvoir avoir un recueil où les associations régionales peuvent s'y référer. Et après, il y a des actions de plus grande ampleur. Ce qu'on a mené là justement avec Entreprendre pour apprendre. On vient de faire intervenir un cabinet de conseil qui s'appelle Monitor Deloitte, qui a fait un plan de croissance au niveau de la fédération, donc qui a réuni l'ensemble des 16 associations régionales pour décliner cette ambition nationale en plan régional. Et on s'est rendu compte, après cette première mission, que les associations, en fait, ça leur avait permis de dresser les grandes actions stratégiques, mais qu'une fois vraiment dans la mise en œuvre, elles étaient encore un peu perdues. Donc là, il y a un deuxième volet d'accompagnement de Monitor Deloitte, où en fait, on va descendre dans quelques régions et on va aider au déploiement de cette stratégie.
Et après, toute la question, ça va être de ce qu'on ne va pas pouvoir faire les 16 régions, mais c'est cette histoire de diffusion de tajwid, de bonnes pratiques. Comment, en ayant fait 3-4 régions, on va pouvoir en bénéficier les autres dans la méthode. Merci. Dorothée, vous vouliez… Oui, moi j'allais juste dire qu'en fait, on accompagne la structure qu'on finance et donc on a effectivement, ça nous arrive aussi de financer des fédérations. Je pense à la fédération Simone Sirène, qu'on finance depuis 10 ans et qui elle-même accompagne les associations Simone Sirène qui portent les projets de maisons partagées. Donc dans ce cadre-là, dans ce cadre de ce partenariat, c'est bien une fédération qu'on accompagne. Donc ça arrive qu'on accompagne des fédérations et qu'on les aide ensuite à déployer leurs méthodes au sein de leurs associations. Mais voilà, d'une façon générale, ça dépend de la structure qu'on accompagne, qu'on finance. Pardon, on accompagne la structure qu'on finance. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Anne? Oui, alors je vois dans le chat une question de Bart Martinon. Bart, est-ce que je peux vous laisser prendre la parole pour exposer Oui, merci. Voilà. C'est une question. J'ai plusieurs petites questions un peu techniques, notamment une pour M. Lamboulet. Lorsque vous venez juste de dire que vous faites une mise en commun des accompagnements financiers et extra-financiers, est-ce que ça veut dire que vous faites une valorisation comptabilisée précise des apports en termes d'accompagnement, en termes de coaching, conseil, etc., que ce soit de la part de vous-même et de votre équipe en interne ou de la part des sous-traitants et des experts que vous mobilisez? Est-ce que c'est ça que vous entendez par mise en commun ou est-ce que c'est simplement un process d'intégration de l'ensemble des moyens financiers et non financiers? C'est exactement, c'est les deux. C'est-à-dire que c'est de réfléchir notre action à travers un accompagnement financier et en expertise. Et comment justement croiser les deux permet un impact plus fort sur la structure. Et après, effectivement, cet accompagnement extra-financier, il est valorisé. Il est valorisé par les structures partenaires, déjà parce que vous savez qu'il y a un gain fiscal à la clé. Donc, en fait, le valoriser, ça permet de défiscaliser leur action. Et nous, on le fait justement pour avoir également nous, on est une fondation, donc on n'a rien à défiscaliser, mais on le fait aussi pour avoir un suivi et pour valoriser. Donc, on peut dire que si on devait donner un chiffre, on est à peu près entre 100 et 200 000 euros d'accompagnement extra-financier par structure, en plus du don financier. Merci. J'ai deux autres petites questions. Est-ce que j'enchaîne? Oui, allez-y. Oui. Est-ce que dans vos dispositifs, je m'adresse aux trois intervenants, vous optimisez la mise à disposition de salariés, soit d'un donateur, soit de votre entreprise donatrice ou de vos partenaires mécènes, soit vous salariez-vous quelqu'un que vous mettez à disposition d'une association avec la déduction fiscale induite? Est-ce que vous avez développé un modus operandi un peu vertueux dont on pourrait s'inspirer? J'ai l'autre question qui est, comment vous avez référencé vos cabinets d'expertise, vos conseillers que vous faites intervenir au bénéfice de vos associations? Qui c'est qui démarre là? Il y a deux questions précises. Dorothée, Félicie, Léo. Je peux me lancer, mais Dorothée, allez-y. Alors, pour la première question, la mise à disposition d'un salarié. Oui, on ne met pas, on n'a pas fait, enfin, non, on ne met pas à disposition des salariés. On peut rentrer, on peut vraiment, ça arrive, être vraiment très impliqué dans un chantier, un atelier opérationnel, enfin, un sujet avec l'association. Mais il n'y a pas de mise à disposition comme vous l'entendez. Ça, c'est pas quelque chose qu'on fait. Et les prestataires, nous, les consultants avec qui on travaille, c'est vraiment à force des rencontres qu'on fait, des associations qui nous disent qu'ils viennent d'avoir une étude passionnante faite par le cabinet phare sur leur évaluation, par, je ne sais pas, un autre. Donc, on l'enrichit en permanence, c'est-à-dire qu'il n'est pas arrêté. On a 3-4 agences qu'on a identifiées sur la levée de fonds, avec qui on sait que c'est des gens qui font du travail de qualité, mais encore une fois, il y a des nouveaux acteurs qui arrivent en permanence et donc on rencontre. Voilà, c'est vraiment du travail
de réseau, d'expérience, de voilà, ce qu'on peut lire quand on étudie une nouvelle association qui nous donne une étude qui a été faite par un conseil externe. Si on trouve que c'est de qualité, on va voilà, enrichir on a un fichier et qu'on enrichit au fur et à mesure. Et donc, on a quelques personnes avec qui, je dirais une dizaine, une quinzaine de personnes avec qui on a l'habitude de travailler ou d'orienter, encore une fois, les associations. Mais c'est sûrement pas exhaustif. Il y en a, encore une fois, c'est quelque chose qui évolue. C'est un fichier qu'on fait évoluer en permanence en fonction des rencontres, de nos échanges, de ce qu'on voit dans le secteur. Merci. Félicie, peut-être, si vous avez… Alors, nous, on ne met pas à disposition non plus nos salariés, c'était déjà du temps. Par contre, on a accompagné dès ses débuts une structure qui s'appelle Vendredi, dont la mission, c'est de outiller et accompagner les entreprises pour mettre à disposition leurs salariés auprès d'associations. Il existe d'autres acteurs, voilà, on va dire, qui travaillent sur ces sujets. Donc voilà, nous, on ne le fait pas directement, mais on encourage nos assos à s'appuyer sur ces dispositifs pour aller chercher du mécénat de compétences. Et sur listing référencé, alors, on n'en a pas non plus. On a quelques sur la com, on a des petits acteurs par-ci, par-là. Mais par contre, votre question, elle a été soulevée. Moi, je fais partie d'un collectif qui s'appelle le collectif des Grantmakers, qui est plutôt un échange entre pairs de grantmakers. Le mot est un peu moche, mais c'est nos métiers dans les fondations, d'être ceux qui sont en lien avec les associations et les partenaires, enfin, les associations dans la sélection et l'accompagnement. Et on avait cette envie et cette idée, mais alors avec ce qu'on soulève toujours comme enjeu, c'est de dire une liste à la Prévert, ça n'a pas de sens parce que c'est hyper compliqué de qualifier. Donc, en tout cas, il faut faire une liste vraiment très qualifiée, de dire pourquoi, dans ce cas-là, on a trouvé que ce partenaire était bien. Et on se dit que une recommandation de pair à pair, mais je trouve que c'est un vrai sujet, plutôt que chacun ait réinventé la roue, mais de trouver la façon de bien le faire, parce que sinon, il y a toujours le risque qu'après d'autres… que les gens veuillent être référencés, que ces partenaires veuillent être référencés. Donc, il faut qu'il y ait peut-être un nom à côté qu'on puisse dire… vous pouvez vous adresser à telle personne pour avoir la recommandation, pour avoir le côté qualifié, voilà. Mais c'est un vrai sujet. Merci. Et puis, Léo, allez-y. Si je peux compléter, effectivement, la logique de la fondation fait que moi, par exemple, directeur d'investissement social, je suis à disposition des associations. Alors, je ne suis pas en mise à disposition comme on l'entend au niveau juridique, mais mon rôle, justement, c'est d'être une extension de l'équipe associative. Donc, je passe 90% de mon temps pour travailler avec elle. Et pour que ça soit bien fait, alors notre modèle est toujours en évolution, on apprend toujours en marchant, mais pour que ça soit bien fait, c'est vraiment de cadrer l'intervention. Déjà, pour éviter que notre travail se transforme en injonction, parce que la frontière peut être mince. Donc, encore une fois, Dorothée disait, voilà, il faut bien que ça corresponde à leurs besoins, qu'ils les aient identifiés ou qu'on les aide à identifier. Donc, qu'il y ait quelque chose de cadré très précis avec, on est d'accord, vous avez ce besoin-là, l'objectif poursuivi, il est celui-là, ma durée de mission, elle va s'échelonner de telle date à telle date. Et voilà quels vont être les collaborateurs qui vont être mobilisés au sein de l'association pour le temps de la mission. Donc, ça, c'est très important pour faire de l'accompagnement, je pense. Et le deuxième point, sur la mobilisation des mécènes partenaires, là, on est vraiment sur un travail de… je dirais 90% de conviction, 10% de charme, mais c'est expliquer et sensibiliser les entreprises à la démarche. Le fait qu'il y a des acteurs comme nous qui sommes à côté des associations, d'expliquer l'impact des associations sur leurs différents champs, l'importance de l'intervention et quel impact ça va provoquer chez l'association, et le fait que vous, Fondation, vous êtes là. Vous êtes là pour déjà avoir identifié le sujet et que c'est un bon sujet à traiter, et que vous allez pouvoir aussi suivre, après la réalisation de la mission par le mécène, suivre un peu les retombées et s'assurer de l'impact. Donc, je pense que c'est tout un discours à monter, et après, il y a un travail vraiment de prospection et d'aller mobiliser, comme le disait Dorothée, vos réseaux respectifs. Merci, messieurs, dames. Merci beaucoup de vos réactions et de vos réponses. Anne, est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai cru voir qu'il y avait Béatrice qui faisait part justement de son expérience aussi à la coalition climat. Béatrice, si vous voulez…
sais pas si elle est toujours là, Je ne Béatrice. sais pas si Béatrice, oui. Excusez-moi, c'est mon micro qui ne marchait pas Ah, très voilà. bien. Donc, non, c'était juste pour dire que pour les fondations signataires, on les accompagne aussi voilà, dans cette démarche progressivement par rapport en fait au contenu du manifeste qui les engage à tenir compte des critères environnementaux et du coup de l'impact dans les projets qu'elles accompagnent, dans leur gestion financière et dans leur vie quotidienne. Donc, c'est simplement pour mentionner que ça existe et que c'est complémentaire à tout ce qui a été évoqué ce matin. C'est tout. Et bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Je vais vous mettre mon mail dans le chat. Merci beaucoup, Béatrice. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Que je ne crois pas qu'il y en ait d'autres dans le D'autres chat. questions ou d'autres expériences Ou en d'autres fait expériences. d'accompagnement qui peuvent être un petit peu différentes et qui peuvent nourrir aussi la réflexion commune? S'il faut meubler le silence, j'ai quelque chose à dire éventuellement. Oui, Allez-y, Bart, je vous en allez-y. prie. Je travaille depuis longtemps sur un projet assez ambitieux. Le nom de code pour le moment, c'est les personnes de bonne volonté, les humains de bonne volonté, qui consisterait à mobiliser des individus physiques d'abord, puis peut-être par la suite des personnes morales, qui ont envie de faire quelque chose de façon altruiste, qui ne savent pas comment s'y prendre, qui réfléchissent de leur côté, qui travaillent, qui partagent parfois un petit peu leurs réflexions dans des cercles très ou trop restreints. Donc, j'ai un gisement potentiel de plusieurs réseaux de personnes, soit mes anciens étudiants notamment, soit des collègues, profs, consultants, experts, soit des personnes seniors qui voudraient ne pas se retirer de l'activisme, bien qu'elles soient proches de la retraite. Ces gens-là ont besoin d'être encadrés, structurés. Je suis à la recherche de bonnes méthodes et de bons outils pour pouvoir briefer cette armée de gens de bonne volonté. Et donc, voilà, c'est pour ça que je posais ces questions dans ce sens-là. C'est également applicable pour les petits patrons qui aimeraient bien faire quelque chose, mais qui n'ont juste pas du tout le temps de réfléchir à comment faire. Donc, moi, mon problème, c'est comment on organise la dynamique pour pouvoir ensuite mettre à disposition des ressources en matière d'apport en industrie, apport en travail, etc. Voilà. Donc, je vous remercie infiniment de vos témoignages sur vos méthodes et je pense que je vous contacterai chacun de vous après les fêtes. Pardon, pour avancer, il faut peut-être se rapprocher. Il y a des structures qui font ça déjà, de mettre en relation des gens qui ont envie de s'investir d'une façon ou d'une autre, d'apporter leur expertise au secteur associatif, non? Je pense à ECTI, je pense à Passerelle et compétences. Est-ce que ça ne ferait pas du sens de se rapprocher d'eux pour… Certainement également. Passerelle et compétences actives, oui, tout à fait. Make sense aussi. Pardon? Make sense. Make sense. C'est exactement votre démarche, c'est-à-dire comment je structure de l'engagement citoyen qui est un peu balbutiant. Et donc, ouais, je pense que Elisabeth, je confonds complètement, excusez-moi. Dorothée, le fait de se rapprocher de structures, ça peut vous donner pas mal d'idées. Et ce que nous dit Morgane, c'est que l'association Vendredi fait cela aussi. Donc, c'est vrai. Oui, c'est ça. Il y en a quand même plusieurs, effectivement, des associations qui, du coup, centralisent finalement et les demandes des associations, les besoins des associations et les personnes qui sont prêtes à aider. Et Bart, ce que vous envisagez, c'est une mise en relation en fait de compétences et de besoins, ou bien c'est création d'une structure à partir de ces différents désirs d'agir et d'avoir du sens? C'est d'abord l'identification des sujets de préoccupation de chaque individu pour les rassembler en groupe de veille, intelligence, recherche, développement, donc de travail, de réflexion, pour aboutir ensuite à des pitchs, je dirais, de constats qui doivent donner naissance à des équipes projets qui ont vocation à étudier les besoins pour travailler sur différentes causes, donc essentiellement les 17 ODD, ce qui est déjà énorme, par thème, par sous-thème, de façon précise. Donc, c'est pour monter des petits groupes de travail qui vont venir en apport, en complément et en partenariat, nécessairement en partenariat avec des acteurs. L'idée, c'est de faire une passerelle entre les penseurs et les acteurs, les gens qui sont sur le terrain, ils sont débordés par le terrain et par l'urgence. Et puis d'un autre côté, et ça c'est plutôt les gens que je connais moi, il y a beaucoup de penseurs qui ne font que penser, et qui au moment de voir comment on passe à l'acte, c'est le comment on passe à l'acte de façon structurée et efficace qui est le maillon faible, disons.
Donc voilà, tout ça évidemment en concertation et en partenariat pour rechercher l'optimisation de la complémentarité, mais c'est moins pour apporter des bonnes volontés supplémentaires pour les Restos du Cœur au moment des fêtes qu'apporter des gens qui vont prendre le temps de la réflexion, apporter leurs expertises ou renforcer des expertises et collecter des témoignages et des données finalement afin d'apporter de l'intelligence aux opérateurs et de la pertinence stratégique peut-être aussi aux supporters, enfin plutôt aux donateurs, pardon. Mais je serais ravi de parler avec vous, Madame Fleury, à l'occasion. Volontiers, parce que ça a quand même une résonance avec le thème de l'atelier des fondations et qui est aussi le thème de l'année prochaine. Je ne sais pas si vous avez tous reçu la communication, mais ce sera être ensemble, le temps d'après. Donc, on est en plein dedans. On est en plein dedans, donc on en parlera effectivement. En tout cas, l'appel est lancé et entendu. Compris, je crois que l'objectif de ces sessions, c'est effectivement que les compétences des uns puissent servir aussi aux besoins des autres et ces expériences et ces échanges de pratiques servent aussi à cela. Alors, moi, j'avais une question. Si personne d'autre ne pose de questions, je voulais savoir si vous avez été confronté, vous, justement, à la situation d'encourager l'association à changer son modèle économique et finalement s'émanciper tout à fait du mécénat, en fait. Est-ce que, Léo, c'est une question que vous vous posez quand vous accompagnez des structures? Effectivement, nous, on a un nom barbare pour ça, c'est l'hybridation du modèle économique. Et on y travaille effectivement avec Entreprendre pour apprendre, par exemple, où on travaille sur un projet d'activité lucrative autour de l'entrepreneuriat. Et comment se dire cette activité lucrative pourrait générer autour avec un minimum, on va dire, de 200 000 € par an à terme, et qui viendrait donc un petit peu diversifier les sources de financement. Et donc, on essaie d'identifier sur chaque structure qu'on accompagne, peut-être quelle partie de leur dispositif pourrait être intéressant à rendre marchand. Et voilà, avoir cette double activité. Donc, c'est balbutiant, mais effectivement, c'est dans nos travaux. D'accord. Et Félicie ou Dorothée, ce sont des questions que vous êtes posées aussi? Oui, alors nous, en plus, on intervient vraiment très à l'amorçage. Parfois, ils ont créé une asso parce que c'est plus facile de créer une asso tout de suite. Et puis finalement, leur modèle économique, il évolue assez rapidement vers un modèle marchand. Je donne l'exemple de Meet My Mama, qui a créé une association qui s'appelle Empower My Mama. Et au début, c'était Meet My Mama l'asso. D'ailleurs, ils ont réorganisé, mais en tout cas, ils ont une activité traiteur, cuisine du monde, qui est une activité marchande, mais qui a vraiment combiné dans l'impact avec l'association qui accompagne les mamas. Et donc, voilà, on les a aidés à ce moment-là à structurer un peu ça. Il y a, en tout cas, dans les structures qu'on soutient, il y en a un certain nombre qui ont créé soit une filiale, soit ont sectorisé. Enfin, effectivement, c'est le même terme d'hybridation. Ça se fait, en tout cas, dans les 3 ans où on accompagne financièrement, et puis finalement, dans les 4-5 ans où on accompagne même sur le mentorat, il y a à chaque fois ces questions qui se posent. Et dans la culture, on va dire, de nos philanthropes, il y en a même certains. C'est marrant, on en a un de nos philanthropes qui vient des États-Unis et qui dit « Mais moi, j'ai l'impression que c'est tellement plus facile de développer, de grandir dans un modèle marchand qu'il a souvent le réflexe d'accompagner beaucoup vers ces modèles-là en disant « Tu trouveras beaucoup plus facilement des fonds, etc. » Donc, c'est aussi une acculturation réciproque parce qu'il y a d'autres enjeux qui sont moins simples. Voilà, on a un acteur Solinum qui est une plateforme pour référencer tous les lieux pour les sans-abri. Oui. Et, voilà, et eux, ils ont bien défini pour l'instant un modèle associatif parce que leur modèle économique, c'est plutôt des soutiens de départements, collectivités locales, etc. Parce que c'est l'action sociale. Mais ils se rendent bien compte que si à un moment ça doit évoluer, ils bougeront et voilà, on les accompagne là-dessus. Ouais. D'accord. Si je peux compléter, mais un peu la même chose. C'est-à-dire que nous, effectivement, le modèle économique est quelque chose qu'on va beaucoup travailler avec les associations. On accompagne beaucoup d'associations nous, qui sont très jeunes et qui sont vraiment en phase, souvent, peut-être pas d'amorçage, mais vraiment qui ont que quelques années d'expérience derrière elles. Donc, c'est encore vraiment des choses qui sont en général pas complètement figées, loin de là, leur modèle économique. Et et c'est vrai que se pose très vite la question s'ils grossissent,
souvent, effectivement, ils ne peuvent pas se développer uniquement en se reposant uniquement sur le mécénat. Donc, très vite se pose la question des sources de financement, de la diversification des sources de financement, des modèles qu'on peut mettre en place. Alors, si je reprends l'exemple de la fédération Simon de Sirène, qu'on a accompagné depuis l'origine, là, ils vont arriver dans quelques années à quasiment une autonomie financière parce qu'ils font les personnes qui vivent dans les maisons partagées, c'est des colocations partagées entre des personnes handicapées et des personnes valides, payent quelque chose, payent un loyer. Une partie de ce loyer va remonter à la fédération et chaque maison, chaque association va remonter une partie de ses revenus à la fédération. Ça va financer la fédération et qu'à côté de ça, ils ont développé de la collecte grand public qui est plus stable dans la durée pour justement pouvoir à terme, d'ici quelques années, en tout cas, ne plus être dépendant des fondations. Voilà, bon, ça c'est un exemple, effectivement, donc on les a vraiment beaucoup aidés à construire ce modèle et à arriver à ce point d'équilibre qu'ils devraient atteindre d'ici 2024-2025. Mais donc oui, c'est des choses, effectivement, il y a évidemment toute une réflexion autour de la diversification des revenus et des ressources, surtout quand c'est des associations qui sont en phase de développement assez rapide au départ. Merci, c'est clair. Merci. Eh bien, merci beaucoup. Je vois qu'il est 10h25, sauf s'il y a vraiment une dernière question qui demande une réponse rapide. Sinon, je propose que nous en restions là pour aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup. Ah, pardon, vas-y, Anne. Non, ce n'est pas une question, mais j'attends que tu termines. Je dirai un petit mot juste à la fin. Oui, j'allais te passer la parole. D'accord. J'allais remercier nos trois intervenants sur la richesse déjà de leur expérience et qui confirment ce que je disais au tout début dans notre introduction, c'est qu'on développe de vrais métiers, enfin dans les fondations, on développe de vrais métiers et je pense que c'est important de continuer à le faire, en tout cas avec vos trois expériences différentes et dont on a mesuré y compris les points communs. Je crois qu'on a encore beaucoup d'avenir et on a encore de quoi proposer de beaux accompagnements, de beaux suivis de structures pour des structures qui ont un impact sur les territoires, un impact aussi sur l'évolution du monde de demain qu'on souhaite tous durables, justes. Et je crois que les contributions qui sont faites aujourd'hui, mais à chaque session, ils participent. Voilà, je te passe la parole, Anne, pour les derniers mots. Merci Françoise et merci aux intervenantes et intervenants et merci à vous tous pour votre fidélité parce que beaucoup d'entre vous sont souvent connectés avec nous sur ce cercle. Alors je voulais vous dire, donc je l'ai dit en début, c'est la dernière session de l'année, on se retrouve l'année prochaine et juste peut-être faire un appel, vous savez les projets et les programmes du CFF sont soutenus par des partenaires. Donc, si vous voulez bien vous engager à côté de nous sur ce cercle, je vous en remercie. Je, bien sûr, m'adresserai à vous de façon plus individualisée sur ce sujet. En tout cas, merci. On se retrouve l'année prochaine et n'oubliez pas l'atelier des fondations. Les inscriptions seront prochainement ouvertes qui a lieu du 6 au 8 avril, toujours au Centre des Pensières et on espère bien en présentiel dans les meilleures conditions possibles. Voilà. Merci. Merci à vous tous. À bientôt. Oui, Merci à bientôt. à tous. À bientôt. Au revoir. Au revoir.